Bonjour, bienvenue pour cette neuvième séance du quatrième jour de notre université d'été 2020. On commence à accumuler des connaissances. Si vous avez pu tout suivre, je vous en félicite et je vous invite à continuer comme ça d'ailleurs et à rester avec nous ce soir. Un petit mot pour commencer, c'est que toutes les séquences qui ont été enregistrées seront disponibles sur YouTube et sur Facebook. Donc, vous pourrez les revoir à volonté et les partager, bien entendu. En plus, ce sera encore plus intéressant. Alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir deux personnes vraiment passionnantes. J'espère que vous les apprécierez autant que moi, j'ai pu les apprécier dans les contacts et dans les lectures. La première, c'est Jean Drèze et la deuxième, c'est Christophe Jaffrelot. Je les présenterai plus en détail, mais on va commencer d'abord par une vidéo avec Jean Drèze, que nous avons enregistrée cette semaine, lundi, pour être sûr d'être dans les bons décalages horaires et que tout se passe bien. Donc, on va commencer par cette vidéo et puis Christophe Jaffrelot nous rejoindra pour continuer le débat. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos questions si vous en avez. Nous les relayerons alors à Christophe Jaffrelot dans la séance suivante. Merci d'avance. Bonne vision. Merci Jean de bien vouloir participer à notre université d'été. Ça fait plus de 30 ans maintenant que tu travailles en Inde, que tu es devenu indien maintenant d'ailleurs. 41 ans en Inde et 18 ans de citoyenneté. Ah ben voilà, donc j'avais raccourci encore ton temps de séjour en Inde. Et puis toute une série de livres aussi pour ceux et celles qui veulent apprendre à te connaître. Beaucoup de livres, certains écrits avec d'autres auteurs, soit par toi. Avec aussi un roman, si je me trompe, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est mon ami Luc Lerux qui est peut-être déjà connu au public belge. Mais c'est basé sur un journal que j'avais écrit il y a 30 ans quand je vivais dans un village dans l'Uttar Pradesh. Oui. Un des éléments qui m'a frappé en lisant différents auteurs ces derniers temps, c'est une affirmation d'Arundhati Roy dans un de ses derniers livres traduits en français, en tout cas, qui est une compilation d'articles, lorsqu'elle parle du fascisme indien. Elle dit, on n'en est pas loin, elle disait ça déjà en 2000, et a priori, les ingrédients sont rassemblés encore aujourd'hui pour encore renforcer ce sentiment-là. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un régime fasciste aujourd'hui? Ça dépend un peu de ce qu'on appelle le fascisme, mais je pense qu'on peut certainement parler d'autoritarisme croissant. C'est un développement très inquiétant. Ce n'est pas la première fois, bien sûr, que la démocratie indienne est malade ou en crise. Il y a eu une crise, notamment dans les années 70, quand il y a eu un état d'urgence pendant presque 3 ans. L'Inde s'en est sortie et la démocratie a repris le poil de la bête après ça. Mais on ne peut pas être sûr que ça se repassera. Et je crois que pour l'instant, il y a une attaque concertée sur la démocratie qui est vraiment très inquiétante. On n'a pratiquement plus de véritable liberté d'expression en particulier. La démocratie n'est pas possible sans la liberté d'expression. On emploie de plus en plus toute une série de lois autoritaires, par exemple Unlawful Activities Prevention Act et toute une série de lois au niveau des États, le Kashmir Public Safety Act, le Chhattisgarh Special Public Security Act, il y en a tout plein, et on les emploie de plus en plus, y compris aussi, bien entendu, la loi sur la sédition, qui est un article tout à fait archaïque de la loi indienne qui était employée par les colonialistes britanniques pour empêcher les soulèvements nationaux pendant l'époque coloniale qu'on emploie maintenant tout le temps pour harceler les dissidents. Donc je crois que tout ça est vraiment inquiétant. Ce n'est pas nécessairement le fascisme au sens technique. Il y a des éléments, je pense, du fascisme au sens strict qui ne sont pas présents en Inde, par exemple, la soumission du business à l'État. Mais c'est certainement un régime de plus en plus autoritaire et très inquiétant. Et d'après moi, pardon, vas-y. Oui. Non, vas-y. Non, je pense que finalement, le problème, c'est que je ne crois pas que les hautes castes ont jamais vraiment accepté la démocratie. Parce que la démocratie, ça veut dire
un certain égalitarisme, ça veut dire un certain effort, en tout cas, d'égalité sociale. Ça veut dire que les défavorisés peuvent s'affirmer, qu'ils ont même certaines formes de ce qu'on appelle affirmative action, d'action positive, par exemple la réservation de certains emplois et de certaines opportunités d'éducation pour les gens défavorisés ou de basse caste et ainsi de suite. Et je crois qu'il y a vraiment un ressentiment de la part d'une grande partie des hautes castes par rapport à cette demande égalitaire de la démocratie. Et donc, tout ce qui se passe... Oui, vas-y. Non, mais c'est intéressant parce que tu écrivais dans un article que, justement, les castes supérieures n'ont jamais supporté cet affaiblissement de leur pouvoir, en quelque sorte, et que le nationalisme hindou, à la sauce, en tout cas, du gouvernement actuel et du parti qui le soutient, est en train progressivement en tout cas, c'est un de leurs objectifs, c'est de rétablir cette logique de caste et avec tout ce que ça peut entraîner au niveau de la pauvreté. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les personnes de haute caste, bien entendu. Mais je crois qu'il y a une section importante des hautes castes qui ont toujours été unhappy, donc mécontentes pour la démocratie. Et je crois que c'est ça qui aide à comprendre la montée récente en particulier de ce qu'on appelle le Hindu nationalisme, donc le nationalisme hindou, qui évidemment remonte à presque 100 ans, mais qui a monté de plus en plus dans les dernières 20, 30, 40 années. Et je crois justement en partie parce que c'est un espèce de bateau de sauvetage pour les hautes castes. Donc les hautes castes qui se sentent menacées par la démocratie et qui essayent de restaurer l'ordre traditionnel hindou, y compris le système de caste. On ne le dit pas, ce n'est pas vraiment explicite, mais ça s'entend. Donc le nationalisme hindou qui essaie de réaffirmer la gloire traditionnelle de la société hindoue et qui considère les musulmans et les chrétiens comme des étrangers qui n'ont pas de place ou qui ont une place de second rang dans la société indienne, fait vraiment le jeu des hautes castes, et c'est pour ça que ce sont principalement les castes supérieures ou soi-disant supérieures qui sont à la base de ce mouvement. Et maintenant, avec Modi au pouvoir, et presque tous les dirigeants principaux, le Premier ministre, le président, vice-président, beaucoup de ministres importants dans le gouvernement central, les chefs, chief ministers des États BJP, presque tous appartenant au Rashtriya Swayamsevak Sangh, le RSS, qui est donc l'organisation qui préconise le nationalisme hindou. Donc toute cette famille du nationalisme hindou a maintenant une emprise énorme sur le gouvernement, et c'est là qu'il y a cette force qui mène l'Inde dans la direction de l'autoritarisme. C'est ça. Une petite question, une précision en tout cas, c'est que l'Inde, ce sont des États aussi. Ce n'est pas un seul État. Il y a un État fédéral. On devine un peu ce que c'est en Belgique aussi, mais il y a quand même une marge de manœuvre, non, qui fait que la situation va varier d'un État à l'autre. C'est juste, mais en fait, ce qui se passe maintenant, en plus de l'autoritarisme, c'est une centralisation grandissante. Donc, on veut vraiment imposer de plus en plus un système national dans toutes sortes de domaines, et on essaye d'affaiblir les États. Et on en voit un exemple dramatique cette année-ci, dans la mesure où le gouvernement central, qui est maintenant, qui reçoit la plus grosse partie des taxes maintenant, puisqu'on a fait une transition récente à ce qu'on appelle Goods and Services Tax, donc il y a maintenant le taxe maintenant qui était partagé avant entre les États et le gouvernement central vont maintenant principalement au gouvernement central, et puis le gouvernement central est censé partager avec les États. Mais cette année-ci, puisque évidemment les revenus de taxes se sont effondrés, le gouvernement central refuse de payer aux États, de donner leur dû aux États, ce qui crée une crise financière catastrophique au niveau des États, puisque les États devraient essayer, dans la mesure du possible, d'aider les gens qui ont perdu leurs emplois, qui sont menacés par la pauvreté et la faim. Mais ils ne sont pas à même de faire grand-chose parce qu'ils sont complètement à court de fonds, et le gouvernement central ne les aide pas. Et ça, c'est un exemple caractéristique
l'affaiblissement des États de la part des gouvernements centraux. Donc, on va assez rapidement vers la centralisation. Et je crois que le rêve du BJP, c'est un État gouverné de Delhi et avec des gouvernements d'État qui sont plus ou moins symboliques. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, enfin, c'est toujours difficile à dire, hein, mais c'est un phénomène qu'on connaît au Brésil, par exemple, hein, où il y a des régimes autoritaires, va-t-on dire, qui sont élus. Donc ici, il ne s'agit pas d'un coup d'État, il n'y a pas eu de coup d'État, de putsch militaire qui a fait que on arrive un jour à ce genre de régime. On a affaire à quelque chose qui est monté en puissance au travers du système démocratique. Je crois que ce qui a pris, ce qui a fait jeu dans tout ça très fort, c'est le fait que le business indien a décidé de supporting Modi, donc parce que donc le business fait un petit peu aussi partie de de ce groupe de haut caste qui ne croit pas trop à la démocratie, qui supporte le nationalisme hindou, et aussi parce que Modi, bien sûr, fait fort le jeu du business. On ne comprend pas toujours très bien sa politique économique, mais la seule chose qu'on comprend très bien, c'est qu'il adore le business. Bon, donc le business indien, presque de façon unanime, a fait le jeu de Narendra Modi en 2014, et dès ce point-là, on a vu que Modi a eu de l'avance. Est-ce qu'un des éléments, oui, pardon, est-ce qu'un des éléments importants, ce n'est pas aussi le fait que, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour faire de la publicité, pour faire des campagnes électorales, mais il faut aussi que les gens votent quand même. La majorité, c'est une grosse population. La population indienne, elle est en train de rattraper la population, de dépasser la population chinoise. Donc, est-ce que c'est une question d'éducation? Et là, on en vient à la question de la pauvreté aussi. C'est peut-être un discours qui parle à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'analyser ça. Oui. Bon, alors, je crois que dans les élections indiennes, il y a 3 choses qui sont très importantes. D'abord, l'argent, bien entendu. Le BJP en a bien plus qu'aucun autre parti. Deuxièmement, l'organisation. De nouveau, le BJP a une armée de volontaires, en partie avec le soutien du Rashtriya Swayamsevak Sangh, le RSS, donc qui préconise le nationalisme hindou. Donc, ils ont une armée de volontaires. De nouveau, aucun autre parti n'a quelque chose qui ressemble à ça. Et troisièmement, il faut une espèce de rhétorique. Donc, il faut persuader les gens qu'on a un programme. Et à ce point de vue-là, il faut avouer que Modi, bon, c'est un orateur fantastique et il a persuadé les gens qu'il allait apporter le développement et restaurer la gloire de l'Inde. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile de défendre cette idée puisqu'il y a eu toute une série d'échecs en commençant par la démonétisation en 2016 et puis la crise économique après ça et maintenant le Covid et ainsi de suite. Mais néanmoins, bon, le BJP a une machine de propagande extraordinaire qui utilise en particulier les médias sociaux. Tous les médias, que ce soit print, électronique, etc., sont pratiquement à la paille du BJP pour l'instant. Donc, malgré les échecs du gouvernement Modi, il continue dans une mesure substantielle à s'assurer que Modi soit populaire. Et c'est vraiment Modi en particulier, parce qu'on voit dans les élections des États, le BJP n'a pas eu de victoire particulièrement sensationnelle dans les 2 ou 3 dernières années, mais dans les mêmes États où les gens ont voté pour d'autres partis que le BJP, ils votent pour le BJP au niveau national parce qu'ils sont fascinés par cette personnalité de Modi qui a été créée, pas de toutes pièces, mais en grosse partie par les agences de publicité, ainsi de suite. Donc, il reste, malgré tout ce qui s'est passé, il reste relativement populaire, bien que ça puisse changer assez rapidement. Donc, tu disais, il y avait 3 éléments. Il y a d'une part la machine de guerre qu'il a derrière lui, qui est financée, largement financée. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients comme la pauvreté, par exemple, l'éducation, le niveau d'éducation, ce genre de choses? Ou bien… Donc, des choses comme la pauvreté et l'éducation, ça ne fait pas nécessairement fort partie
des programmes électoraux. Et ça, c'est la grande faiblesse de la démocratie indienne. C'est une démocratie dans le sens où il y a des institutions démocratiques. Il y a un parlement qui fonctionne, ou en tout cas qui fonctionnait. Il y a un système juridique qui fonctionne plus ou moins. Il y a des médias. Ou en tout cas, il y avait une liberté d'expression assez impressionnante jusqu'à assez récemment. Mais ce sont des institutions qui sont employées principalement par les classes favorisées. Le travailleur agricole, il vote une fois tous les 5 ans, mais sinon, pour lui, ces institutions sont tout à fait hors de portée. Ce qui veut dire en particulier que les programmes, les débats électoraux, les débats au Parlement, ne donnent pas beaucoup de place aux droits et aux aspirations et aux intérêts des classes défavorisées. Donc, des choses comme l'éducation en particulier ou la santé, on en parle très très peu pendant les campagnes électorales. La santé en particulier, c'est vraiment frappant parce que rien n'est plus important que la santé pour le développement, à tout point de vue. Mais on n'en parle pratiquement pas. Et c'est pour ça que l'Inde dépense à peine 1% du produit national brut sur la santé publique, ce qui est extraordinairement bas. Ce qui n'est rien, oui, effectivement. On comprend mieux qu'il n'y ait toujours pas de toilettes pour combien d'Indiens sur... c'est énorme. Il y a eu un petit peu de progrès quand même. C'était le pays le plus lamentable à ce point de vue jusqu'à très récemment, mais dans les 5-10 dernières années, on a quand même fait assez bien de progrès. Mais l'état général de la santé reste lamentable, bien pire par exemple qu'au Bangladesh, qui est beaucoup plus pauvre que l'Inde, et même pire à beaucoup de points de vue qu'au Népal, qui a pratiquement qui a à peine le tiers des produits nationaux bruts par tête que l'Inde a. Justement, la question de la pauvreté, c'est quand même quelque chose de central en Inde. C'est aussi un des clichés qu'on a, hein, mais on ne se rend pas toujours compte. On a un autre cliché qui est apparu ces dernières années où on dit « Ah ben l'Inde, c'est aujourd'hui un pays avec bourré de start-up où il y a une classe moyenne qui est en train de se développer, etc. » Alors, un jour, tu m'as dit, mais c'est vrai, mais il y a 300 millions de classes moyennes, mais tout le reste, ou à peu près, ce sont des plus pauvres. Oui, donc je crois que la condition économique et sociale des pauvres en Inde reste vraiment l'une des pires au monde. Quand on voit les travailleurs agricoles, par exemple, ici dans l'état de Jharkhand ou bien au Bihar, ce sont vraiment des gens qui vivent encore aujourd'hui sur le seuil de la faim, qui n'ont pas nécessairement, qui ne sont pas, pour qui 2 repas par jour ne sont pas nécessairement garantis. En fait, il y a eu une enquête récemment des travailleurs migrants qui sont retournés au Bihar après avoir perdu leur emploi pendant le confinement d'avril et de mai. Et 60% de ces travailleurs ont dit qu'ils n'étaient pas capables d'assurer 2 repas par jour pour leur famille pour l'instant. Évidemment, c'est un moment particulièrement critique. Ça veut vraiment dire qu'il y a quand même encore des centaines de millions de personnes qui vivent en marge de subsistance. Et puis, il y a une classe, on dit classe moyenne, mais c'est en fait la classe supérieure. Et en particulier, il y a des super riches, des gens qui sont extraordinairement riches, d'autant plus que la main-d'œuvre est très bon marché en Inde. Donc, il y a des riches qui peuvent se permettre des services et des facilités qu'on n'imaginerait pas facilement, même en Belgique. Voilà. Donc les 2 aspects sont là. Ça, c'est l'un, c'est l'inégalité affolante, pas seulement économique. L'inégalité économique, c'est un aspect. Il y a aussi les inégalités de caste, de genre, de région. Et ça crée une société vraiment pas bien intégrée, très fragmentée, très inégalitaire, qui a une espèce d'apparence de diversité. C'est vrai qu'elle a une diversité qui est rafraîchissante à certains points de vue, mais ce n'est pas une société bien intégrée, ce qui est le plus important. C'est ça. Tu me disais aussi il y a quelque temps déjà, mais je ne sais pas si les statistiques sont encore valables, mais que la moitié la plus pauvre des plus pauvres de l'Inde était plus pauvre que la moitié la plus pauvre des pauvres africains en Afrique. C'est une comparaison qui est frappante parce qu'en général, on n'imagine pas la pauvreté en Inde à ce point importante. Et comme tu disais, c'est pas le niveau de pauvreté, c'est le niveau de la faim. Oui. En fait, je me rappelle souvent d'une journaliste américaine qui était venue en Inde, qui avait passé quelques jours dans des villages pauvres de Bihar et qui a dit en partant que j'ai été dans les pires régions du monde, Afghanistan,
Sierra Leone, le Congo, j'ai tout vu, mais je n'ai rien vu qui ressemble à ce que j'ai vu dans les taudis de Patna et dans les villages de Bihar. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Alors, une des choses qui m'a frappé quand même, c'est de voir l'intensité, la force de mouvements sociaux et aussi, tu parlais tout à l'heure de structures juridiques, notamment une haute cour qui décide un jour qu'il faut que chaque enfant ait un repas à midi dans les écoles. C'est pas venu comme ça, c'est tout un travail qui s'est fait. Et aussi d'essayer d'obtenir que chaque enfant ait au moins un œuf à midi. Hein. C'est quelque chose qui, ici, fait sourire quand on entend, mais ça montre à quel niveau se trouve le manque de protéines par enfant et par habitant. Ces mouvements, je pense ici à The Right to Food, parce que je m'étais intéressé un peu plus à eux, mais d'autres, est-ce que ces mouvements sociaux sont encore présents, sont encore organisés, et est-ce qu'ils ont une chance de pouvoir maintenir ce niveau de pression minimum sur les gouvernements? Oui, je crois que ces mouvements continuent bien sûr à exister et en fait à être relativement dynamiques. Ils continuent à avoir une certaine influence au niveau des États, mais vraiment pas beaucoup au niveau du gouvernement central, parce que le gouvernement de Modi ne s'intéresse pas du tout à la politique sociale en particulier, et évidemment n'a pas beaucoup de patience pour ces mouvements sociaux relativement critiques. Je crois que dans les 20 dernières années, il y a eu des progrès significatifs qui se sont passés en partie à travers le travail de ces mouvements sociaux et puis la réponse de certains gouvernements, parfois au niveau national, parfois au niveau des États. Tu as mentionné les repas scolaires et c'est un bon exemple. Donc, qui a mis en cause diverses institutions démocratiques, la Cour suprême, comme tu l'as dit, les médias, les mouvements sociaux, les partis politiques, le Parlement. Donc, tout le monde, toutes ces institutions ont joué un rôle. Il y a eu aussi le National Rural Employment Guarantee Act, donc la loi sur l'emploi garanti dans les zones rurales, qui a été vraiment, je crois, un grand pas en avant pour la sécurité sociale en Inde. Il y a eu le National Food Security Act, donc la loi sur la sécurité alimentaire, qui garantit des subsides alimentaires à 2/3 de la population. Et entre parenthèses, le National Food Security Act et le National Employment Guarantee Act, ces deux lois ont vraiment sauvé les pauvres cette année-ci. Donc, à un moment où il y avait un confinement exceptionnellement strict pendant des mois et où des centaines de millions de personnes, du jour au lendemain, ont perdu leur boulot et n'avaient aucun moyen de subsistance, une majorité a dû subsister pendant cette période des subsides alimentaires et du travail qu'ils ont reçu sous la loi de l'emploi garanti. Donc, c'était vraiment des résultats importants de ces mouvements sociaux et de la démocratie, pas seulement les mouvements. Ces pas en avant se sont passés principalement avant que Modi arrive au pouvoir, et depuis lors, il n'y a plus eu beaucoup de progrès, en tout cas au niveau national, bien que ça continue dans une certaine mesure au niveau des États. C'est ça. Et ce qui avait d'intéressant aussi, me semble-t-il, à noter, c'est que ça a eu une influence aussi sur la question de la diversité, du respect des droits des femmes, par exemple. Si je me rappelle bien, hein, la loi sur l'emploi minimum, en tout cas dans les régions les plus défavorisées, faisait que les femmes recevaient un salaire pour elles. C'était pas je me rappelle bien, c'était sur un compte en banque, ou en tout cas, c'était pas quelque chose qu'elles devaient remettre à leur mari tout de suite comme ça, et ça donnait une certaine autonomie aux femmes aussi. Cette démarche est intéressante et peut-être à voir aussi dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, comme politique de développement, justement. Et ça donnait aussi aux femmes une chance de travailler dans leur village et dans des conditions similaires aux hommes. Donc, c'était quelque chose d'assez neuf, en fait, pour beaucoup de femmes en Inde, puisque il y a des régions dans l'Inde où les femmes dans les zones rurales n'ont pratiquement aucune possibilité d'emploi rémunéré. Elles travaillent évidemment beaucoup à la maison, dans les champs, et ainsi de suite, mais il y en a très peu qui ont un emploi rémunéré, sauf une petite minorité qui travaille, par exemple, pour faire les repas scolaires ou bien faire du travail de santé publique.
Mais sinon, il n'y a pratiquement rien. Et ici, tout d'un coup, ils ont une chance de travailler près de leur maison à un salaire qui n'est pas trop mal par rapport à ce qu'elles pourraient gagner ailleurs et avec des droits tout à fait égaux à ceux des hommes. Donc, je crois que c'est vrai que ça a été un pas en avant pour beaucoup de femmes, en particulier dans les zones rurales. Transgenre et transcaste, on va dire, hein, si je peux utiliser ce mot-là. Un des points noirs, encore qu'on peut soulever, même si on doit se réjouir du fait qu'il y a encore des mouvements sociaux et des gens qui se battent, hein, c'est quand même quelque chose d'important, c'est la question du Cachemire. Alors, c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup travaillé ces derniers temps, tu as fait des visites sur place, etc. C'est une région qu'on connaît relativement peu ici non plus. Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que c'est une des régions les plus militarisées du monde, si je me trompe. Oui, les plus militarisées et aussi où il y a des violations affreuses des droits humains, en particulier la torture pratiquée de façon routinière. Et alors, comme tu le sais, l'année passée, on a essayé pratiquement de mettre fin à toute aspiration d'autonomie ou d'indépendance de la part de la population du Cachemire en abrogeant l'article 370 qui faisait partie de la constitution indienne et qui était une espèce de garantie d'autonomie pour le Cachemire, ou le Jammu et Cachemire. Donc c'était vraiment le lien, c'était vraiment l'article qui liait l'État de Jammu et Cachemire à l'Inde. Alors, une fois qu'on abroge cet article, et non seulement ça, mais on a aussi réduit l'État de Jammu et Cachemire à 2 États qu'on appelle Union Territories, qui sont donc gérés directement de Delhi. En fait, c'est une espèce d'annexation, parce que si on a aboli cet article, on a cassé le lien entre le Jammu et Cachemire et l'Inde. Et alors, si après ça, on dit Jammu et Cachemire, c'est à nous, et on l'occupe militairement, en fait. C'est une espèce d'annexation. Et ça, évidemment, ça a été mal pris par pratiquement toute la population de Cachemire, quoi qu'en dise le gouvernement indien. Et l'année passée, nous avons été au Cachemire juste après cet événement pour écouter ce que les gens en pensaient, puisque le gouvernement indien et les médias indiens, malheureusement, prétendaient que tout allait bien et que les gens étaient contents. Et nous avons trouvé, bien entendu, que 99% des gens étaient tout à fait opposés à l'abrogation de l'article 370 et revendiquaient, comme avant, l'autonomie et même l'indépendance. Et est-ce que ça veut dire que c'est une situation qui risque d'encore être plus explosive, parce qu'il y a toujours eu des mouvements autonomistes sans forcément demander le rattachement au Pakistan, mais il y a quand même des mouvements qui existent depuis toujours. Est-ce que c'est quelque chose qui risque de se radicaliser dans la région? C'est très possible. En fait, une chose qu'on a entendue assez souvent l'année passée quand nous sommes allés là, c'est que donc l'abrogation de l'article 370 avait démoli la faction modérée au Cachemire, puisque les modérés qui préconisaient l'intégration du Cachemire à l'Inde, on en riait. On dit voilà, vous avez préconisé le rapprochement avec l'Inde et voilà le résultat. Et donc, de fait, il est très possible que ça ait radicalisé beaucoup de personnes. Dans l'ensemble, la situation au Cachemire est plus ou moins la même maintenant qu'avant. Donc, il y a beaucoup de protestations, bien que les protestations ne soient pas autorisées. Donc, c'est toujours, ça devient réprimé, ça devient facilement violent et ainsi de suite. Le mécontentement est plus élevé qu'avant. Le problème n'a pas été résolu. Et vraiment parce que le gouvernement indien voulait imposer sa volonté. Et en fait, pas seulement ça, je crois que ça a été vraiment fait d'une façon qui humiliait la population du Cachemire, et en particulier les musulmans, puisque c'est une majorité musulmane, au maximum. Donc on a fait ça derrière le dos, sans avertissement, en imposant pratiquement un couvre-feu, donc les gens ne savaient pas ce qui se passait. Et ça fait en fait partie d'une série de tentatives d'humiliation et de harcèlement de la population musulmane qui a commencé en 2014, mais de plus en plus en fait après 2000,
19, donc quand le gouvernement de Narendra Modi est revenu au pouvoir. Ce qui s'est passé l'an passé aussi, donc la tentative de faire un registre national de citoyens, ça fait partie aussi de cette série de tentatives de marginalisation de la population musulmane qui est vraiment symptomatique de cette idée du nationalisme hindou, que ces gens, they don't belong, ils n'ont rien à faire ici, et s'ils veulent vivre ici, ils doivent se conformer à la culture hindoue ou bien accepter un statut de citoyen secondaire. C'est vraiment finalement de là que ça vient, je crois. C'est ça. Pour terminer, parce que l'horloge tourne, malheureusement, peut-être un mot, parce que c'est quelque chose qui est transversal aujourd'hui à tous les continents, c'est la question du Covid et des mesures qui ont été prises. Tu disais tout à l'heure que le Covid a eu un impact très important avec le retour dans les campagnes d'un grand nombre de gens qui n'avaient plus de travail, même si le travail est informel, a fortiori, si le travail est informel, beaucoup ont dû retourner vers leur région d'origine, mais ça a eu aussi un impact sur d'autres politiques de santé, si je comprends bien. Oui, donc il y a eu d'une part un effondrement de l'économie. On vient en fait de publier les estimations de taux de croissance pendant le premier trimestre, donc avril, mai, juin, qui disent que l'économie s'est effondrée de 25%, et en fait c'est sans doute plus que ça, mais parmi les pays pour lesquels on a des estimations similaires, c'est le pire. Donc il y a eu vraiment une crise économique qui continue en grosse partie pour l'instant, et en plus de ça, les services publics se sont aussi effondrés en grosse partie, y compris les services de santé pendant des mois. Les tribunaux, les écoles sont fermées depuis 6 mois, les crèches pour enfants, toutes sortes de trucs sur lesquels les familles pauvres ont tendance à dépendre de façon assez importante. Donc c'est vraiment une crise de survie, et il faut vraiment se rappeler que donc, en Inde, malgré les progrès qui ont été faits pendant les 15 dernières années, il n'y a quand même pas grand-chose comme sécurité sociale. Donc les gens qui ont perdu leur boulot n'ont pas grand-chose pour se rattraper, sauf les subsides alimentaires et le travail qu'ils peuvent obtenir sous la loi de l'emploi garanti. Donc, on va vraiment... et malheureusement, ça ne s'améliore pas. En fait, les infections continuent à s'accroître de jour en jour. On est pour l'instant à 100 000 infections par jour. Pas 100 000 infections, 100 000 cas enregistrés, ce qui pourrait dire 1 million d'infections par jour. C'est pratiquement la moitié presque des infections mondiales. Et ça continue à croître. De plus, jusqu'à présent, les infections étaient principalement dans les grandes villes, Delhi, Bombay, Chennai, Hyderabad, où les services de santé sont relativement avancés. Mais maintenant, ça commence à se répandre très rapidement dans les États les plus pauvres, comme le Bihar, le Jharkhand, l'Uttar Pradesh, où les services de santé sont lamentables. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont se trouver pratiquement sans soutien quelconque pour faire face à la crise. Donc, ça ne va pas trop bien, et malheureusement, de nouveau, le gouvernement indien est plutôt dans, comment est-ce qu'on dit, denial mode, donc il nie la crise. Il nie le fait que la situation soit aussi grave. Alors, juste pour clôturer notre entretien, le tableau est noir quand même, non? Et en plus, on se dit à côté, il y a la Chine, et ils réussi quand même à améliorer considérablement le niveau de vie d'une grande partie de ses habitants. Le modèle indien, c'est un modèle dépassé, c'est un modèle qui ne fonctionnera jamais comme ça, où il faut trouver une autre solution. Oui, je ne sais pas très bien ce que c'est que le modèle indien, mais je crois que le modèle qui est dans la constitution indienne n'est pas du tout dépassé. Je crois que le problème, c'est qu'on n'a pas fait attention à la constitution. La constitution indienne avait inclut des mesures très progressives sur la sécurité sociale, sur la santé, l'éducation, et ainsi de suite, et sur l'égalité sociale, bien entendu. Et bien entendu sur la démocratie aussi. Je crois que si on a fait plus attention au principe de la Constitution, à la vision qui soutient la Constitution, le modèle indien ne serait pas mauvais du tout.
Mais malheureusement, on s'en est fort écarté et on a développé d'une façon très inégalitaire, très élitiste. Et la démocratie, comme on en a parlé, il n'en reste plus grand-chose pour l'instant. Je crois que c'est ça le problème. Ce n'est pas le modèle indien, c'est la façon dont il a été déraillé par les classes favorisées. Et on a un peu touché la question tout à l'heure avec la question des mouvements sociaux. Est-ce qu'il y a un espoir de voir la démocratie indienne reprendre du poil de la bête, justement, et réussir à se rétablir? Oui, je crois que oui, parce que le BJP ne va pas rester au pouvoir pour toujours. Les partis finissent toujours par perdre, que ce soit après 3 termes ou 4 termes, il y a une fin. Donc le BJP n'est pas là pour toujours. Les mouvements sociaux survivent, ils sont encore très forts. Donc je crois qu'on peut espérer que la démocratie indienne va se raviver, mais pas rapidement. Voilà. Alors, c'est sur ce constat à moitié rassurant qu'on va terminer notre entretien. Merci, Jean. Et là. Est-ce que vous m'entendez? Mais moi, je ne vous entends pas. Je vous entendais tout à l'heure, mais là, je ne vous entends plus. Voilà, là, c'est revenu. Changer de système. Là, je vous entends. OK. Merci Christophe Jaffrelot. Alors pour vous présenter en 2 mots, vous êtes politologue, spécialiste du sous-continent indien, vous êtes directeur de recherche au CNRS et au CNRI. Vous avez dirigé la parution de l'ouvrage l'Inde contemporaine et plus récemment l'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique. Et là, je voudrais partir de là justement dans notre entretien avant de vous demander de réagir un peu à ce que vous avez entendu de l'interview de Jean Drèze. C'est un titre bizarre, national populisme et démocratie ethnique. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme? On va pas lire tout le bouquin maintenant, évidemment, mais qu'est-ce que ça sous-entend ce titre-là? Je pense que ça dit assez clairement ce que l'Inde est en train de devenir. Le populisme, il peut être de gauche ou de droite. On a eu des exemples de populisme de gauche, et l'Amérique latine a été le creuset avec le péronisme, notamment de toutes sortes de populisme de gauche. Là, nous avons affaire à un national-populisme, un populisme qui marie nationalisme et populisme. Et Narendra Modi, le Premier ministre, fait la synthèse. Il est à l'interface des deux. Il est nationaliste hindou, c'est un pur produit du RSS dont parlait Jean Drèze, mais il s'efforce d'être en communion, d'être en relation permanente avec le peuple, de parler au nom du peuple. Le mot de pauvre, de pauvreté revient sans cesse dans ses discours. Il est celui qui promet le développement, comme le disait Jean Drèze, qui promet le retour à la grandeur indienne. Il est dans le répertoire populiste, jouant d'ailleurs sur les émotions classiques, la peur de l'autre, la colère vis-à-vis de l'autre. Bref, on est là sur un répertoire qu'on connaît aussi en Europe. Et une fois au pouvoir, c'est la deuxième partie du livre, ce que Narendra Modi s'est efforcé de faire, c'est transformer l'Inde, démocratie libérale, démocratie héritée du modèle britannique, en une démocratie ethnique. La forme de démocratie ethnique nous vient d'Israël. C'est Israël qui a inventé cette notion, et ce sont des hommes de sciences sociales israéliens qui ont codifié cette formule. C'est
Sami Smoua, par exemple, qui l'a fait en premier. C'est quoi la démocratie ethnique? Eh bien, c'est un pays où il y a des élections, où il y a une presse relativement libre, où il y a une justice relativement indépendante, mais où certains sont plus égaux que d'autres, pour reprendre la formule de George Orwell qui ne s'est jamais aussi bien appliquée que dans le 21e siècle que nous connaissons. Certains, les minorités, sont des citoyens de seconde classe. Et en Israël, c'est de droit. Israël est l'État des Juifs. En Inde, c'est de fait. Les musulmans, les chrétiens, mais surtout les musulmans, ne peuvent pas accéder aux mêmes emplois, ne peuvent pas habiter dans les quartiers mixtes comme ils le faisaient avant. Bref, sont dans une situation de ségrégation et de discrimination. Donc, on est à la fois dans le national-populisme et dans la démocratie ethnique, et les deux, évidemment, convergent vers un hindouisme, une communauté hindoue hégémonique. On parle même de majoritarisme, c'est une autre façon de dire la même chose. Quand vous parlez de démocratie ethnique, et les exemples que vous donnez sont assez clairs, ça vient évidemment se conjuguer aussi avec les inégalités sociales et un système de caste qui vient se greffer en plus. Qui est même l'infrastructure qui sous-tend l'ensemble. Et je suis tout à fait d'accord avec Jean Drèze lorsqu'il dit que c'est quand même le nœud du problème. Moi, je vais même plus loin. Je considère que aujourd'hui, le nationalisme hindou, c'est une forme de contre-révolution. C'est une façon que les hautes castes ont trouvé de contrer la montée en puissance des basses castes. Il y avait, en tout cas depuis les années 40, des politiques de discrimination positive qui avaient contribué à l'essor d'une classe moyenne de basse caste, même une classe moyenne d'origine intouchable. Et ceci s'est accéléré dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Et c'est un phénomène qui a fait peur aux castes supérieures, à la classe moyenne de castes supérieures, qui a trouvé dans le nationalisme hindou une parade, une antidote, parce que ce que nous dit Modi, ce que dit Modi aux hindous, c'est oubliez votre caste, oubliez votre classe, pensez à vous comme hindou, et l'autre, c'est le musulman, l'ennemi, c'est le Pakistan, et on s'unit derrière le chef d'une manière telle que, eh bien, les hautes castes peuvent revenir au pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Là, la sociologie de la classe dirigeante indienne qui était en voie de démocratisation, qui faisait une place de plus en plus grande aux basses castes, est aujourd'hui en phase de régression, entre guillemets, démocratique, au sens où les hautes castes reprennent l'essentiel du pouvoir. Donc, cette philosophie que l'on retrouvait derrière la constitution indienne, comme disait Jean Drèze, est en train d'être effacée par ce système idéologique qui est mis en place et mis en place concrètement aussi par. Oui, sauf que, comme le disait aussi Jean Drèze, cette constitution n'a jamais été véritablement mise en œuvre. Une partie a été mise en œuvre, mais on avait tout de même encore des inégalités considérables. Certes, elles étaient en train de se résorber, de se réduire, mais elles restaient considérables. Et là, maintenant, on repart vers des inégalités et non seulement de caste, bien sûr, mais aussi de religion, comme on vient de le dire, et puis de classe, avec une pauvreté de masse qui explose littéralement. C'est une question d'ailleurs qui nous est posée par quelqu'un, Geneviève, qui nous dit qu'en est-il du mouvement des sans-terre emmené par Raja Gopal? Et en fait, c'est une question plus générale et qui est revenue aussi dans le débat avec, avec Jean Drèze, qui était de dire, dans le fond, il y a quand même des mouvements sociaux qui sont assez vigoureux, assez puissants, qui ont été capables de s'unifier à travers tout le pays, même s'ils sont difficiles à lutter. Est-ce que ce sont des mouvements qui ont encore la possibilité vraiment de s'exprimer? Et là, je rejoins un peu une des questions qu'on voulait aborder aussi ensemble. C'était la question de la liberté d'expression, bien entendu. Qu'en est-il aujourd'hui, même si officiellement il y a une presse libre? Donc d'abord, sur cette question de ces mouvements sociaux,
Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu avec les années 90, justement, hein, les années d'or, en quelque sorte, pour la progression, et qui est amené à disparaître peut-être aujourd'hui, ou bien est-ce qu'au contraire, la situation actuelle va les renforcer? C'est vrai que l'âge d'or de la société civile en Inde, c'est les années 90-2000. On peut même aller jusqu'à 2014, l'élection de Narendra Modi. Ce sont des années où vous voyez notamment de nouveaux droits être octroyés à la société civile. Le right to information, le droit à l'information, considéré droit fondamental. C'est une réforme qui a bouleversé les rapports de force en donnant, en échange de simplement 10 roupies de caution, le droit de savoir, et de savoir tout. Pourquoi l'administration prend cette terre, pourquoi telle promotion est refusée, bref. Right to information, right to education, right to food. On a une série de droits qui viennent renforcer une société civile qui est constituée essentiellement d'ONG, des ONG indiennes. Bien sûr, certaines viennent de l'étranger, mais nombre d'entre elles sont purement indiennes. Elles sont très mal vues d'ailleurs par le gouvernement indien. Hein. Amnesty est très très difficile à s'implanter en Inde et le gouvernement indien utilise en permanence l'argument du financement extérieur pour interdire l'activité d'organisations internationales sur son territoire. Mais exactement. Là, vous me devancez parce qu'effectivement, l'âge d'or des années 90-2014, eh bien, il s'arrête, comme vous le comprenez, en 2014. Et les ONG sont aujourd'hui effectivement mal vues, comme vous dites. Le nombre d'ONG a d'ailleurs probablement été divisé par 3 en quelques années. L'Inde était un pays d'ONG, l'est encore, mais on avait plus de 30 000 ONG, on en a probablement aujourd'hui une dizaine de milliers, liés notamment, comme vous le dites, au fait que les financements étrangers ne peuvent plus être aussi faciles à transférer vers l'Inde. Il y a des règles qui sont bien faites pour éviter que ces ONG continuent de prospérer. Est-ce que quelque chose qui est assez parfois difficile à comprendre vu de pays comme les nôtres, c'est qu'une bonne partie de ces décisions de right to information, de right to food et d'autres n'ont pas été dictées stricto sensu par le Parlement, mais par la Cour suprême. C'est le système juridique anglais, l'héritage anglais en quelque sorte. Il y a des deux. Et vous avez raison d'évoquer la Cour suprême, mais la Cour suprême, je dirais, c'est une pionnière en la matière. Et elle avait commencé avant. C'est les années 80 en vérité. Les années 80 qui effectivement donnent à voir ce qu'on va appeler l'activisme judiciaire, hein, judicial activism, lorsque des juges se disent « nous avons une mission sociale ». Nous devons être les premiers à donner des droits à ceux qui n'en ont pas. Alors, comme ceux qui n'ont pas de droits ou qui ne les exercent pas sont analphabètes, n'ont pas d'éducation, on va permettre, c'est la fameuse innovation du PIL, Public Interest Litigation, à ceux qui peuvent parler en leur nom de le faire. Et c'est une première révolution. Et c'est vrai qu'ensuite, les juges ont accompagné le mouvement. Aujourd'hui, ce qui est tout à fait troublant, c'est ce qu'on peut appeler le conservatisme, voire l'autoritarisme judiciaire. Et on voit bien que les juges appartiennent à une société et vivent avec leur temps. Et donc, les élites qui dominent le système judiciaire indien sont maintenant acquis à la philosophie politique du gouvernement et véritablement renforcent encore les mesures autoritaires. Jean Drèze évoquait ces lois draconiennes qui permettent de garder en prison pendant des mois, voire des années, sans qu'il y ait de procès, des prisonniers politiques, que ce soit au Cachemire ou que ce soit ailleurs. C'est bien la Cour suprême, c'est bien les juges qui permettent ce genre d'abus de pouvoir. Cette démocratie ethnique et ce national-populisme, c'est peut-être aussi quelque chose d'extrêmement dangereux
qui pourrait enflammer le pays à un moment donné. D'ailleurs, il y a déjà des incidents très graves qui peuvent se passer, des mosquées qui sont détruites pour qu'on puisse reconstruire des temples hindous sur le siège. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait conduire à terme à des massacres ou à des guerres civiles, en tout cas dans certains États? Le Cachemire est effectivement l'endroit où on a des violences chroniques. Les émeutes entre hindous et musulmans sont un autre phénomène récurrent. Au-delà, vous avez une telle militarisation, alors là au Cachemire c'est évident, mais ailleurs aussi de la société, en tout cas, si on ne peut pas parler de militarisation partout, un déploiement de forces policières vraiment considérable, un État policier d'ailleurs qui se traduit par des normes de surveillance de plus en plus sophistiquées. Pour qu'une révolte se développe véritablement de manière, je dirais, massivement populaire, il faudrait sans doute que le rapport des forces change et que ou bien les gouvernants baissent leur garde, ce qui n'est pas exclu du fait de l'usure du pouvoir, ou bien que les masses mobilisées gonflent considérablement. Ça n'est pas exclu. C'est ça, oui. Mais je pensais plutôt ici à des conflits interethniques, hein, bien sûr, quand on joue avec Ceux-là, le ils sont feu. là. Ceux-là, ils sont là. Ceux-là, vous avez eu les émeutes de Delhi, 55 morts en février. Vous avez constamment des échauffourées. Les chrétiens sont aussi parfois pris pour cible. On est déjà dans une société qui est rythmée par ce genre de violence. Mais sur une échelle qui est contenue. Ça ne dure jamais plus d'une semaine. C'est quelque chose qui est presque codifié, presque ritualisé en quelque sorte. Par volonté politique ou bien par habitude, si je puis Par dire. volonté politique principalement, puisque on est encore dans un régime où l'élection joue un rôle déterminant et que la violence interethnique sert principalement à polariser de manière à mobiliser l'électorat majoritaire derrière soi. Donc, l'émeute a une vocation électorale en vérité, pour souder des blocs d'électeurs. Tant qu'on aura cette logique, et c'est vrai de nombreux pays national populistes, hein, c'est une des raisons pour lesquelles, pour reprendre l'exemple d'Israël, Netanyahou fait campagne sur le thème de la colonisation. Ben, voilà typiquement le genre de provocation qui peut déboucher sur des violences et qui d'ailleurs débouche sur des violences qui permet de polariser à la veille d'un scrutin et de glaner quelques voix en plus. Erdogan ne fait rien d'autre en Turquie. On a quantité de nouvelles formes de démocratie où l'élection continue de jouer un rôle important et ce qui justifie des formes de polarisation qui passent par la violence, mais la violence contenue, la violence régulée, la violence codifiée. Oui, on utilise pour désigner les boucs émissaires qui sont pratiques et qui permettent de renforcer des régimes autoritaires bien qu'élus. C'était une des questions qu'on posait effectivement. Juste peut-être un petit détour rapide. Il existait, je ne sais pas s'ils existent encore, des groupes armés maoïstes dans le centre de l'Inde, si je me rappelle bien. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'ils ont un minimum de soutien populaire là où ils sont? Ils ont effectivement des poches de résistance dans le Chhattisgarh principalement, dans des districts comme Sud-Bastar qui est couvert par une jungle épaisse. C'est dans les milieux tribaux d'ailleurs que se trouve leur bastion. Mais la répression a quand même été très dure et le nombre, comme dit le gouvernement, de districts infestés par les maoïstes se réduit. Maintenant, d'ailleurs, ce que le gouvernement cible, ce sont davantage ceux qu'il appelle les maoïstes urbains. Et quand on parle de maoïstes urbains, en fait, on parle d'universitaires, on parle d'intellectuels, et ce sont eux qui deviennent des cibles privilégiées. Vous parliez tout à l'heure de moyens de surveillance technologiquement plus avancés. Est-ce que ça veut dire que l'Inde utilise son réservoir de développeurs informatiques pour mettre en place des stratégies
de contrôle technologique de la population? Alors, c'est très difficile de rentrer dans cette boîte noire, hein, et par définition, c'est ce qu'on cherche toujours à cacher. Mais il est certain, pour reprendre l'exemple des novices urbains que j'évoquais là, qu'ils ont été piégés par des formes de surveillance très sophistiquées. On a même un très fort soupçon suivant lequel on aurait introduit dans leur téléphone portable, grâce d'ailleurs à WhatsApp, des logiciels espions de fabrication israélienne. Il y a donc un procès qui est en cours pour essayer de de faire la lumière sur cette affaire, mais les soupçons sont tellement convergents qu'on peut imaginer que oui, les compétences informatiques de l'Inde ont pu servir à ce genre de projet. Cette firme israélienne a de très bons vendeurs parce qu'on retrouve ces accusations dans pas mal de pays où les défenseurs des droits humains ont été victimes manifestement d'approches de contrôle similaires et on retrouve chaque fois la même société informatique là derrière. C'est assez évident. Pour terminer sur la situation interne, en tout cas, on va passer peut-être après à la situation, aux relations internationales de l'Inde et son rôle dans la région. Le constat final que dressait Jean Drèze, c'était presque bouddhiste, je dirais, hein, de dire bah, ça finira par passer. Vous êtes aussi modérément optimiste que lui? Ça finira par passer sans doute, mais qu'est-ce que ça aura laissé derrière soi? C'est bien l'interrogation. Les pays qui sont passés par là ne redeviennent jamais des démocraties libérales en un claquement de doigts. C'est un long travail de réapprentissage de la liberté. Et bien souvent, on s'arrête en chemin. On a ce qu'on appelle des régimes hybrides, hein, avec notamment un État profond, un deep state, qui continue à garder une forte influence. La trajectoire pakistanaise nous montre combien la démocratie peut n'être que de façade. Donc, je ne serais pas étonné que ce soit ce schéma qui s'applique en l'occurrence et que finalement le statu quo ante ne soit pas si facile à recouvrer. Retrouver, c'est ça. Une question que nous avons reçue, c'est il y a quelques années déjà, on avait parlé des violences faites aux femmes suite à l'arrestation qui était pardon, très médiatisée de suspects d'un viol collectif. Il y avait eu beaucoup de manifestations contre les violences faites aux femmes. Est-ce que ça a donné des résultats tangibles, durables, ou bien est-ce que l'affaire est retombée? Les coupables ont été condamnés à mort, ce qui est toujours une peine discutable. Au-delà, on ne peut pas dire qu'on ait maintenant une visibilité sur ces questions aussi grande qu'avant. Un des grands problèmes de l'Inde aujourd'hui, c'est les données statistiques. Les données statistiques sont de plus en plus éparses, elles sont retardées, leur publication est retardée. Et sur une question comme celle-ci, je me rends compte en essayant d'y répondre que je manque de sources et c'est pas la seule. Par exemple, on a eu pendant plusieurs années récemment un déficit d'information sur le suicide des paysans. Le suicide des paysans, c'est un problème ancien qui renvoie à une crise agricole profonde. Eh bien, on n'avait plus les chiffres. Il y a là quelque chose qui va avec l'autoritarisme politique, c'est la raréfaction des données. Donc, sans vous donner de chiffres, faute d'en avoir, je pourrais, à mon avis, sans me tromper, répondre que de ce point de vue-là, on n'a pas de progrès très, très spectaculaire à mettre en avant. Alors, avec en plus de ça, il faut bien se rendre compte, un effet de loupe qui vient du fait que les femmes sont aussi davantage victimes d'agressions parce qu'elles sont davantage exposées. Elles sont davantage exposées parce que le travail des femmes, notamment dans les secteurs informatiques, dans les services en général,
s'était développé, c'est en train de retomber à cause de la crise, mais il y avait eu quand même un grand nombre de jeunes femmes, notamment, qui rentraient dans des services, dans des secteurs des services, et qui étaient du coup dehors à la nuit tombée lorsqu'elles rentraient du travail. Ça, c'était un facteur évidemment de vulnérabilité additionnelle. Et deuxièmement, elles osaient davantage porter plainte qu'auparavant. Et donc, vous avez des facteurs additionnels de visibilisation, en quelque sorte, du problème de la condition féminine qui avait un effet de loupe grossissante. C'est ça. Une question qui nous est parvenue et qui va nous permettre de faire ce glissement peut-être aussi, c'est Shadi qui nous dit bien qu'il s'agisse de deux régimes politiques très différents, est-il possible de trouver des similitudes entre l'Inde et la Chine dans leur traitement des minorités et en particulier les minorités musulmanes? Oui, alors la question étant de savoir si on est dans la différence de degré ou dans la différence de nature. Parce qu'évidemment, les musulmans du Xinjiang en Chine sont massivement regroupés dans des camps de concentration et de rééducation, chose que l'Inde ne pratique absolument pas. Mais il y a les aspects que j'ai évoqués de discrimination, et puis il y a quand même des camps qui sont construits sur petite échelle. Ça n'a rien à voir avec la technique chinoise. Mais dans l'Assam, la province frontalière du Bangladesh, d'où viennent de nombreux musulmans, on regroupe ceux qui n'arrivent pas à faire la preuve de leur nationalité indienne. Et on a, suite à un recensement exhaustif des habitants de la province, conclu à l'existence de 1,9 million de personnes qui étaient des doubtful citizens, des citoyens douteux, qui pouvaient éventuellement même devenir apatrides si on cherchait à les renvoyer au Bangladesh, qui n'en veut pas. Donc on a des camps qui sont de toute petite taille par comparaison avec la Chine. 3000 personnes seraient dans l'un d'entre eux, on en construit d'autres. C'est la seule façon qu'on peut opérer pour comparer. On est dans une différence considérable, mais avec une cible identique, et c'est troublant, cette convergence. Est-ce que, d'une certaine manière, on ne peut pas considérer qu'il y a un grand camp à côté, qui est le Bangladesh? Le mur le plus long qui existe au monde, j'ai découvert ça il y a quelques années, c'est le mur qui encercle la séparation entre l'Inde et le Bangladesh. Oui, sauf que le Bangladesh se développe très vite, je dirais pas très bien, mais se développe quand même de telle sorte que imaginez qu'il y a plus de migrants indiens au Bangladesh que dans bien des pays du Golfe où ils sont pourtant si nombreux. Aujourd'hui, le pays d'où les immigrés indiens envoient le plus d'argent, c'est évidemment l'Arabie Saoudite, oui, voilà, les pays du Golfe, les États-Unis. Et en quatrième position vient le Bangladesh. Ah bon? Oui. Mais aussi, oui, c'est ça. Et c'est aussi il y a un commerce comme tout mur, il y a un commerce en noir qui se fait et qui permet d'échanger la viande, notamment, qui est élevée d'un côté et pas de l'autre. Ça, c'est ce que j'ai entendu aussi. Est-ce qu'il y a encore des tensions très fortes avec le Bangladesh ou bien les choses se sont calmées au fur et à mesure? C'est l'un des pays avec lesquels l'Inde s'était rapprochée. Et on avait notamment assisté à une vraie percée diplomatique lorsque Narendra Modi, en visite à Dhaka, avait réussi à procéder à un swap de territoire hérité de la guerre de 71. Certaines poches de territoire indien étaient encore du côté bangladeshi, tandis que certaines poches bangladeshis étaient encore du territoire indien. Donc on avait une sorte de lune de miel qui, évidemment, a été remise en cause en 2019 par ces fameux camps dont je vous parlais, et puis plus encore, le recensement des soi-disant infiltrators, c'est le mot utilisé,
bangladeshis dénoncés comme des termites. Le mot est du président du BJP de l'époque, devenu ministre de l'Intérieur depuis. Les termites qui, évidemment, sapaient les bases de la nation indienne. Bon, Sheikh Hasina, la chef du gouvernement du Bangladesh, a quand même prouvé que c'était aller très loin dans le discours et dans les actes. Et du coup, depuis 1 an et demi, on peut dire que les relations sont beaucoup plus froides. Et l'Inde, d'ailleurs, fait une énorme erreur parce qu'elle pousse le Bangladesh dans les bras de la Chine après avoir déjà poussé le Népal dans les bras de la Chine. Et c'est l'ironie du nationalisme qui est très mauvais, très mauvais diplomate. Et d'ailleurs, on l'a vu encore avec des clashs récents avec la Chine, pour parler des relations avec la Chine. Il y a encore eu des clashs armés, même s'ils se sont calmés assez rapidement a priori. Mais est-ce que la question de la gestion de l'eau n'est pas aussi une question centrale dans la région, dans ces régions frontalières? Si, c'est un des facteurs additionnels. Alors, pour l'instant, quand même en filigrane. C'est-à-dire qu'il y a des fièvres, des moments de fièvre où on en parle beaucoup. Et puis, ça retombe. Mais quel est le vrai enjeu? Le vrai enjeu, c'est le Brahmapoutre. Le Brahmapoutre, c'est cette rivière qui prend sa source sur le plateau tibétain, qui longe d'ailleurs le plateau tibétain, et puis qui fait un coude vers le sud et qui vient irriguer l'Assam, qui traverse l'Assam pour déboucher finalement au Bangladesh. Si les Chinois trouvaient utile de garder l'eau du Brahmapoutre, ça pourrait priver l'Inde en contrebas d'une bonne partie de ces eaux irriguant ces plantations. Ces cultures. Voilà. Donc là, il y a une géopolitique de l'eau, mais qui n'est encore qu'en filigrane. On ne peut pas dire que ça soit aussi fort que du côté pakistanais, par exemple, où là, les rivières qui traversent l'Inde et qui arrivent au Pakistan sont un vrai enjeu. Au-delà des déclarations qui peuvent être parfois violentes, presque militaires, que les gouvernements comme ceux-là peuvent parfois sortir par rapport à des voisins comme la Chine, est-ce qu'il y a aussi ce qu'on trouve souvent derrière ces déclarations, malgré tout, un commerce important et une relation commerciale importante entre ces deux pays? Oui, et c'est bien le problème d'ailleurs. L'Inde et la Chine avaient fini par être de très bons commerçants. La Chine était devenue le deuxième partenaire commercial de l'Inde, et notamment pour tout ce qui était exportation de minerais de fer en provenance de l'Inde, tandis que la Chine, elle, exportait vers l'Inde quantité de biens manufacturés. Aujourd'hui, ça s'est remis en cause. Et ça pose des problèmes parce que l'Inde est quand même dépendante de la Chine, pas seulement pour les importations de biens manufacturés, mais aussi, par exemple, pour le médicament générique. Vous savez que l'Inde est un des géants du médicament générique. 70% des principes actifs qu'utilisent les génériques indiens viennent de Chine. L'Inde va devoir lancer des investissements en recherche et développement considérables pour s'émanciper de cette dépendance chinoise. Et on ne sait pas si elle y parviendra d'ailleurs. C'est l'un des grands points d'interrogation. Ce sera l'histoire du XXIe siècle, hein, l'histoire de la relation Inde-Chine, l'histoire de l'Asie, de toute façon, va dominer. De deux géants qui font quand même presque 2,5 milliards d'habitants ensemble, si je calcule plus ou moins bien. C'est quand même énorme. La politique chinoise aussi de développer des relations, de renforcer ses relations avec ses pays voisins, jusque quasiment en Europe, avec les routes de la soie, etc. Ça peut avoir une influence, c'est perçu comme une menace au niveau indien, cette extension comme ça du commerce. Bien sûr, parce qu'en plus, ça se traduit par la construction de routes dans les confins himalayens qui sont de plus en plus proches de la frontière indienne. Les échauffourées aujourd'hui au Ladakh sont largement liées à cela. Et puis, ça se traduit aussi par une route très empruntée qui traverse le Cachemire occupé par le Pakistan et que l'Inde peut revendiquer. Donc, on a une situation de tension entre l'Inde et la Chine
qui est renforcée par ce qu'on appelle la Road and Belt Initiative, la fameuse RBI, qui est le grand projet de Xi Jinping. Donc, l'Inde se sent encerclée aujourd'hui par la Chine, du fait de ses routes et du fait de ces partenariats que la Chine noue avec des voisins indiens. C'est le Bangladesh, c'est le Népal, c'est bien sûr le Pakistan, c'est aussi Sri Lanka, qui est maintenant pieds et poings liés, en tout cas très dépendant des emprunts qu'il a fait auprès de la Chine. On ne va pas revenir de trop parce que le temps va nous manquer. Il est déjà 21h11 si je me trompe et on a 4 minutes encore pour terminer. Sur les relations qui sont évidemment tendues, mais ça c'est quasiment depuis la naissance de l'Inde telle qu'elle a été définie lors de son indépendance avec le Pakistan. Les tensions aussi, vous l'avez mentionné, avec le Sri Lanka et le soutien en tout cas des minorités tamoules et ce genre de choses. Je voudrais terminer par une question plus générale, c'est sur le rôle de l'Inde globalement dans la politique internationale, alors en dehors de ses relations avec ses voisins. La Chine, on dit de la Chine, et c'est ce qui était dit dans un débat plus tôt dans cette université d'été, c'est que dès que les États-Unis se retirent d'une instance internationale, il y a un Chinois pour l'occuper. Est-ce que l'Inde a une vision internationale? Elle a une vision internationale au sens où elle sait qu'elle est utile aux puissances internationales dans leur effort pour contenir la Chine. Aujourd'hui, c'est quand même la montée en puissance de la Chine qui structure les relations internationales. Or, l'Inde peut apparaître comme un pays pouvant faire contrepoids à la Chine. Et les États-Unis ont misé, et ça remonte à George Bush Jr., sur l'Inde pour faire contrepoids à la Chine. Et même Clinton. On peut remonter, ça fait 20 ans que les États-Unis misent sur l'Inde pour faire contrepoids à la Chine. Qu'on soit démocrate, qu'on soit républicain, c'est le pari que l'on fait. Donc l'Inde, elle a cette vision, elle a compris qu'elle avait cette carte à jouer. L'Europe, la France en particulier, a tendance à penser la même chose, de la même manière. Et donc, on est en train de mettre, aussi bien à Washington qu'à Paris, à Berlin, la notion d'Indo-Pacifique en avant, en disant il faut que nous soyons présents dans la zone Indo-Pacifique pour éviter que la Chine ne prenne l'ascendant dans ces voies maritimes qui vont du détroit de Malacca au détroit d'Ormuz. Bon, ben là, l'Inde est au milieu. L'Inde est au milieu et va sans doute essayer de tirer le plus grand bénéfice qu'elle peut de cette position géostratégique. Ici, on envisage, la façon dont vous le décrivez, c'est plutôt quelque chose qui revient. Bon, c'est toujours le rôle de ce que veut un pays quand il travaille au niveau international, c'est que les bénéfices lui reviennent de toute manière, mais ce n'est pas la volonté vraiment de s'imposer sur la scène internationale, c'est plutôt de servir de la place qu'il occupe avec d'autres puissances pour les aider et bénéficier alors de relations particulières avec ces puissances. Mais est-ce qu'il y a une vision stratégique que l'Inde développerait aujourd'hui, comme on a pu le voir au niveau d'autres pays, l'Arabie Saoudite, la Chine? La présence de la Chine en Afrique, par exemple, est massive. Est-ce que l'Inde sort de chez elle en quelque sorte? Non, c'est une bonne question, effectivement. Elle n'a pas cette tradition expansionniste. Elle ne l'a jamais eue. Quand elle a eu un rayonnement au-delà de ses frontières, c'était d'ordre culturel. Et quand on pense à ce qu'elle a laissé à l'Asie du Sud-Est, par exemple, au Cambodge, à l'Indonésie, le bouddhisme est évidemment né en Inde. Et je dirais que ça reste sa façon d'opérer. C'est ce qu'on appelle le soft power. L'Inde cherche à avoir un rayonnement plus qu'une expansion. Et du coup, son nationalisme s'investit beaucoup dans ce genre d'investissement, enfin de côté culturel. C'est ce qu'on voit avec, par exemple, la reconnaissance du yoga lors d'une journée déclarée par les Nations Unies, International Yoga Day. Ça, c'est quelque chose à laquelle Narendra Modi attache une grande importance. C'est le soft power à l'indienne. Parfait. On va devoir en rester là. Christophe Jaffrelot, je vous remercie pour vos éclairages qui étaient particulièrement intéressants et je vous souhaite une bonne soirée.
À ceux et celles qui nous écoutent, qui nous ont écoutés jusqu'ici, je vous rappelle que demain, l'université d'été continue avec demain midi 3 questions qui seront posées sur l'après-Covid. Plusieurs personnes qui pourraient répondre, Françoise Tulkens, François Gemène et Cécile Neveneuil, rien que du beau monde comme vous pouvez le voir. Je vous invite donc à nous retrouver dès 12 heures et il y aura encore une séance demain soir qui clôturera en quelque sorte notre axe Asie de cette université d'été avec une thématique qui s'appellera Mieux comprendre le géant asiatique avec Jean-Joseph Boileau et la contribution de Pascal Boniface. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo en différé et à bientôt, je l'espère.